C'est le podcast AWS en français, on parle de Lambda et de Rust. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, c'est tous les vendredis matins dans vos bonnes applications de podcast. N'oubliez pas de nous laisser un pouce vers le haut, une petite étoile, vos commentaires, vos feedbacks, d'en parler autour de vous aussi. C'est comme ça que la communauté des auditeurs du podcast grandit. En parlant de communauté, regardez-moi ça, quelle transition. J'ai le plaisir d'accueillir Jérémy qui est AWS Hero, que vous avez peut-être déjà vu dans des Community Day, au Summit, que vous avez déjà entendu dans le podcast d'ailleurs, parce que tu étais déjà venu il y a bien longtemps pour parler de sécurité, de chiffrement de volume EBS, si je me souviens bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de différent. On va parler de ton dada. Et allez hop, 2 heures d'équitation, c'est parti. Non, on va parler de Rust, le langage de programmation, et des fonctions lambda écrites en Rust. Jérémy, merci d'être là. Pourquoi je voudrais écrire une fonction lambda en Rust ? Tu vas me dire pourquoi pas. Merci Seb déjà de m'inviter à parler de mon dada. Et merci pour cette question. J'ai presque envie de dire pourquoi pas. Je savais. Évidemment. Je pense que Rust, c'est le langage un peu du futur. Je fais partie des Rustaceans convaincus. Après, au-delà de ma conviction, il y a quand même des choses un peu objectives. Il y a des faits, il y a de la technique. Il y a un peu de technique. C'est un langage compilé, fortement typé. Alors ça, on en rediscutera, mais ça a des grands avantages quand on a des projets un petit peu sérieux qui nécessitent un peu de robustesse, avec des équipes peut-être un peu conséquentes qui travaillent dessus. Il y a tous les fans de JavaScript et Python qui vont arrêter d'écouter là. Non, je pense pas. J'étais un fan, alors pas de JavaScript, je peux pas prétendre ça. J'étais un grand fan de Python. J'ai écrit des milliers de lignes de Python. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a parlé au podcast, c'était pour un projet qu'on faisait en interne chez Devoteam à l'époque, de chiffrement, que j'avais écrit en grande partie en Python. Donc compilé, fortement typé. Tout à fait. Ça s'exécute à la vitesse du C. Je dirais que le principal avantage, moi, ce que je trouve fascinant avec ce langage, c'est que c'est un langage qui syntaxiquement est de très très haut niveau. Comprendre par là qu'il a des abstractions très complètes qui permettent d'exprimer des choses assez poussées. Mais le compilateur fait énormément de travail et donc de cette abstraction haut niveau que nous on écrit en tant que développeurs, il crache un binaire qui est aussi optimisé que du C. Et je dis pas du C++, je parle bien de C. Et c'est pour ça qu'il y a le buzz autour de Rust pour le moment, parce que ça fait quand même quelques années que ce langage est plutôt sous les spotlights. Il a été créé par la fondation Mozilla, c'est ça, Tout à fait. De mémoire, je suis pas un très bon historien, mais c'est 2015, je crois. En tout cas, les dates que je vois souvent. Alors, je sais pas si c'est la V1 ou si c'est vraiment la première fois que le langage est annoncé un peu publiquement. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on peut dire que ça fait une dizaine d'années que ça prend gentiment son chemin. Ça fait quelques années que ça a pris bien son chemin, notamment parce que AWS et bien d'autres géants de la tech s'y sont mis. Et je dirais pourquoi, en fait, si on pense à un hyperscaler comme AWS, il y a quand même besoin que ça s'exécute plutôt de manière efficiente. L'énergie à l'échelle d'un géant comme Amazon, c'est chaque instruction processeur, ça coûte un peu. Et puis, on a aussi besoin que ce soit fiable. Et donc, comment est-ce qu'on a les deux ? Classiquement, on avait le choix avec C, qui était très efficient, mais souvent, on fait des petites erreurs avec la mémoire. Et du coup, voilà, le fameux segfault, les fuites mémoire, ça, c'est ce qu'on connaît. Et puis, l'alternative qu'on avait, c'était tous les langages garbage collectés, que ce soit Java, Go, C#, et ça, c'est sympa d'un point de vue de la gestion de la mémoire. En revanche, d'un point de vue de l'efficacité et des performances, c'est pas ce qu'il y a de... Et la prévisibilité aussi, les pauses du garbage collector. Ouais, tout à fait. Ça, les temps d'exécution. C'est un gros problème dans tout ce qui est temps réel. Après, je suis pas sûr que du coup, il y ait beaucoup de sujets de ce genre chez AWS, mais peut-être que si, en fait. Et chez AWS, on utilise Rust pour Firecracker, c'est la micro VM qui fait tourner vos fonctions lambda. Chaque fois que vous déployez une fonction lambda, il y a du Rust en dessous pour la micro VM. Pour tout ce qui est raisonnement automatique et sécurité, il y a en gros, dès qu'on a besoin de systèmes distribués complexes,
sécurisé. Pour les nouveaux services, en tout cas, c'est Rust. La nouvelle base de données distribuée qui était annoncée à reInvent, les microservices sont codés en Rust également. Et puis, il doit y avoir des tas d'autres projets dont je suis pas au courant non plus ou dont on parle pas. Pour la petite histoire sur DSQL, Mark Brooker, quand il a fait son talk niveau 400 sur le sujet DSQL au reInvent, dans les raisons du succès de DSQL, selon lui, il y avait un slide où la seule chose qui était écrite dessus, en plein milieu en gros, c'était Rust, point. Un avis opinionated, comme on dit. On va venir à Rust Lambda dans une minute, mais je voudrais jouer l'avocat du diable. Il y a une petite courbe d'apprentissage, non? Enfin, quand je dis petit, c'est peut-être un peu gentil. Enfin, chaque fois que je lis des articles sur pourquoi Rust, dans les downsides, dans les désavantages, il faut s'y mettre. C'est vrai, il faut s'y mettre. Je suis un peu partagé là-dessus en fait. Moi j'ai vécu évidemment cette courbe d'apprentissage. C'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué, pas parce que le langage est compliqué en soi. Je veux dire la syntaxe elle est, voilà, on a des if, on a des for, on a des while. Je veux dire les mots-clés du langage sont pas lunaires. Là où c'est compliqué, c'est qu'il a cette notion de ownership qui est très nouvelle en fait, alors qui n'est pas nouvelle dans la théorie de l'informatique, mais un langage grand public qui l'implémente. Rust, moi c'est la première fois que je rencontrais un langage qui utilisait ce principe. Et en fait ce principe d'ownership, c'est assez difficile à expliquer comme ça à l'oral sans montrer des exemples. Sans faire un schéma. Mais en fait, ouais, sans faire un schéma. Mais ce qui l'oblige, en fait, il oblige à faire en sorte qu'à tout moment, une case mémoire elle ne correspondent qu'à une seule variable qu'on va appeler le owner. Et en fait, ça a l'air de rien, mais ça a deux conséquences intéressantes. La première, c'est que c'est ce qui permet au compilateur d'automatiser la gestion de la mémoire, puisque dès lors qu'on dit il y a un seul owner, bah, c'est génial. Dès que le owner sort du scope, le compilateur peut dire ah bah tiens là, cette variable qui était owner sort du scope parce que la fonction se termine, parce que ceci, parce que cela, et donc je peux juste désallouer la mémoire. Et donc il va comme ça pouvoir insérer des malloc et des free automatiquement si nécessaire. Donc ça c'est génial. La conséquence un peu plus brutale pour le développeur, c'est que je peux pas faire des trucs comme j'ai l'habitude de faire en Python, où je passe des variables dans des appels de fonctions, puis je continue à les utiliser après. Parce que quand on fait ça, ce qu'on fait, c'est finalement dupliquer une référence. C'est du copy and write, c'est ça? Il duplique chaque fois les objets complètement? Et bien justement, il ne le fait pas automatiquement, il ne peut pas se permettre de faire ça, sinon la gestion de la mémoire, ce serait un peu embêtant. Et donc, il y a vraiment un formalisme quoi, à se respecter quand on code en Rust. Et les premières fois, et c'est là que je réponds à ta question, c'est ça qui est compliqué en fait. C'est qu'on a nos réflexes. Moi, j'ai codé en Python. Alors, j'ai fait du C quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai codé en Python pendant très très longtemps. Et donc, les habitudes de lancer mes variables un peu dans tous les sens. C'est les mauvaises habitudes. En fait. Voilà, étaient bien ancrées. Et c'est ça qui est dur au début, c'est qu'en fait, le compilateur, au début, on se bat contre lui. Parce qu'il est inlassable, le compilateur, c'est un automate. Donc, il nous remet dans le droit chemin à chaque fois. Sauf que c'est extrêmement frustrant au début, parce qu'en fait, on se tape, le compilateur nous crie dessus toutes les 3 lignes, quoi. Et donc, ça, c'est très embêtant. Après, moi, j'ai eu un déclic qui m'est, je pense, venu après un petit mois à coder régulièrement. Alors, pas tous les jours, parce qu'à l'époque, je n'avais pas que ça à faire encore. Mais voilà, à partir du moment où on a ce déclic, qu'on comprend un petit peu cette histoire d'ownership et le pourquoi en fait le compilateur a raison, en réalité, et que finalement on prend le formalisme un petit peu pour soi-même en tant que développeur et on se met à naturellement avoir cette approche de toujours traquer dans notre tête le honneur des valeurs. Bon, après, ça devient assez simple. On s'y habitue. Est-ce que c'est ce mécanisme-là aussi qui permet au compilateur de valider qu'on ne s'échange pas des états mutables, donc des variables, entre différents threads, peu importe comment on appelle des threads dans le langage, des tasks ou des threads? Oui et non. En fait, donc il y a cette histoire de ownership et l'histoire de ownership, une seule variable pour une seule case mémoire, tu te doutes que c'est un peu limité quand même. Et donc ça, c'est valable pour tout ce qui est gestion de la mémoire pour Rust. Après, on a les moyens de créer des références qui ne sont donc pas honneur, mais qui pointent quand même sur la valeur. Et on peut faire des références en lecture, et ça, on peut en faire autant qu'on veut à un instant T, ou on peut avoir une référence en écriture.
C'est soit les lectures, soit l'écriture. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Et ça, c'est ce qu'on appelle le borrow checker en Rust. Donc c'est lui qui va s'assurer qu'à tout moment, en fait, il va traquer la durée de vie des références. Donc il va, à partir du moment où on crée une référence jusqu'à la dernière fois qu'on l'utilise, il va finalement tracer, on peut se visualiser ça dans la tête, il va finalement tracer une espèce de ligne de vie de la référence. Et dans son analyse, il va s'assurer que pendant la ligne de vie de cette référence en lecture, par exemple, il n'y a pas une référence en écriture qui existe, premier point. Et deuxième point, que le owner d'origine de la case mémoire ne disparaît pas, ne sort pas du scope. Si l'une ou l'autre de ces violations arrive, là, il va nous dire qu'il y a un souci et on le saura tout de suite. Et il a raison, et bien sûr. Dans les autres langages, le souci, on s'en rend compte à l'exécution en disant tout à fait. Null pointer exception en Java. Exactement, c'est exactement un null pointer exception. Et en Rust, la garantie qui est faite grâce à ownership et borrow checking, c'est notamment que ce qu'on appelle les dangling pointers, donc les pointeurs qui pointent sur des choses qui ne sont plus rien, qui ne sont plus là en fait, ça ne peut pas exister. En tout cas, ça ne peut pas exister en safe Rust. Donc, quand on écrit du Rust normal, 99% du Rust qu'on écrit, ça ne peut pas exister. Allez, tu nous as convaincus. Donc, c'est un langage performant, durable, enfin efficace en matière d'énergie et sûr grâce aux capacités du compilateur de vérifier les allocations mémoire et le trading. Donc, c'est le compilateur qui va nous arrêter et détecter des erreurs avant qu'elles nous explosent à la figure en production. Et Lambda dans tout ça, parce que j'ai dit au début Rust sur Lambda. Pourquoi c'est un bon fit selon toi Lambda je rappelle, Lambda ce sont des fonctions à ce service, donc ce sont en général des fonctions qui tournent pour une durée courte, 15 minutes maximum. Il n'y a pas trop il y a pas de multithreading, il y a un container à chaque fois. Enfin, je veux dire, le service Lambda crée un nouveau container pour chaque invocation de la fonction Lambda. Pourquoi c'est intéressant d'avoir un langage efficace, performant, c'est une bête question dans Lambda? Eh ben, Lambda, je pense que tous les clients AWS le savent, il se paye sur 2 dimensions. Le nombre de requêtes, bon, ça, Rust peut rien pour vous. Peut rien y faire. Et le temps d'exécution. La milliseconde d'exécution CPU. Exactement. Et évidemment, avoir un langage qui est quelque part entre 30 et 70 fois plus rapide que Python, c'est l'ordre de grandeur, 30 à 70 fois. Ça dépend évidemment des use cases, mais ouais. Dès qu'on fait quelque chose avec Boto 3, savoir le SDK AWS pour Python, qui est effroyablement lent à s'instancier. Il y a plein de classes à charger. Etc. Et même une fois qu'il est chargé, qui est effroyablement lent pour faire des requêtes. Et enfin, faut vraiment faire la comparaison pour se rendre compte à quel point c'est dingue. Mais dès qu'on fait ça, effectivement, ce que j'avais observé l'année dernière, c'était selon les opérations que je faisais en DynamoDB, 30 à 60 fois plus rapide sur Rust. Et donc, on diminue sa facture Lambda, son temps d'exécution, tout en ayant tous les bénéfices que tu as mentionnés avant de sécurité. Je ne vais pas promettre 70%, enfin, diviser par 70 la facture pour tout le monde, mais très clairement, sur des volumes conséquents, il y aurait un gain significatif. Et d'ailleurs, c'est le même sur les containers. Alors là, je sais qu'on paye pas à la milliseconde de CPU, mais si on est plus efficace, on peut mettre plus de code sur la même machine, tout à fait. Remplir plus les machines. Tout à fait. Et si je peux me permettre de rebondir là-dessus, en fait, tu disais que Lambda fait en fait, en général, quand on a plein d'exécutions à faire avec Lambda, eh ben, on laisse le service lancer plein de Lambda. Notamment parce que gérer du multithreading au sein d'une lambda, c'est tout à fait possible, hein, en Python, en JS, pas de problème. Après, c'est peut-être un peu overkill, et puis par ailleurs, le poids des threads fait que c'est même pas forcément avantageux de le faire, parce qu'il faut ensuite augmenter la taille de la lambda. Bon. Mais en Rust, le deal n'est pas du tout le même, parce que en fait, en Rust, les lambdas les plus, on va dire, avancées que j'ai faites dans mes projets, si ça claquait 40 mégas de mémoire, c'était le maximum. Et en Rust, tout ce qui est multithreading se fait avec des green threads. Donc pour ceux qui connaissent Go, ce serait l'équivalent de GoRoutine. Et en fait, lancer 1 million de threads Tokyo, ça prend littéralement 5 mégas de mémoire, quoi. Tokyo Pardon, oui, Tokyo. Alors ce n'est pas la... Absolument pas, et ça n'a rien à voir. Non, si, c'est la capitale du Japon, mais là en l'occurrence, Tokyo, c'est également le nom. Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, mais c'est le nom de la librairie qui permet de gérer la partie green thread et on va dire le runtime d'exécution asynchrone. C'est une des librairies qui permet de faire ça, mais c'est celle sur laquelle multithread voilà. Et c'est celle que AWS a choisi d'ailleurs pour implémenter le SDK.
Alors, il y a un problème quand même, si je vais dans ma console lambda et que je veux créer une nouvelle fonction lambda, j'ouvre le petit menu déroulant avec les runtime et je vois Java, TypeScript, enfin Node.js, machin. Je vois pas Rust, alors je fais comment? Eh bien, normalement, tu vois Amazon Linux 2023. Ouais, ça suffit. Et ça suffit. En fait, c'est vraiment pas du tout la question. Moi, au début, j'ai pensé que ça allait être embêtant, cette histoire de custom runtime, etc. Mais en réalité, c'est pas dans la console que ça se joue. C'est plutôt avant, parce que qu'est-ce qui va se passer quand je crée ma lambda? Je vais juste choisir Amazon Linux. Et ce qui compte, c'est que je donne un package de code qui est approprié. Donc c'est toi qui fournis le binaire. On fournit le binaire, packagé dans un zip. Donc jusque-là, a priori, assez commun par rapport à ce qu'on fait dans les autres langages. Et ce binaire doit être évidemment approprié, c'est-à-dire qu'il doit être capable, une fois lancé, de parler avec le control plane lambda. Ça fait peur, mais en réalité, je n'ai jamais eu plein de code que tu dois écrire. Mais pas du tout. Je n'ai absolument jamais eu à m'intéresser à ça parce que AWS a fait ce qu'il fallait. Et déjà a fait une doc Getting Started qui est très bien fichue et qui permet de assez vite mettre le pied à l'étrier. Et surtout, il y a en Rust, qui est un langage moderne, on a une toolchain intégrée qui est principalement orchestrée par un binaire qui s'appelle Cargo, qui permet d'aller chercher les librairies, qui permet de lancer le package manager, c'est le NPM. Il fait exactement. Vulgariser. Ce serait une sorte de NPM ou de plus parce qu'il permet aussi de déployer. Ouais, il fait beaucoup de choses. Donc la comparaison est peut-être pas très flatteuse pour lui. Il est assez bon et il est extensible par la communauté. Et AWS a étendu Cargo et nous a fourni un Cargo Lambda, donc une extension Lambda pour Cargo. Et quand je fais un binaire pour moi tout seul dans mon coin, rien à voir avec Lambda, je dis Cargo build de mon truc en mode release et puis ça me crache un binaire. Quand je veux faire la même chose pour du Lambda, je dis Cargo Lambda build release et ça me crache un binaire et ce truc-là, je peux le zipper, l'envoyer chez Lambda et ça marche. Et donc c'est entièrement intégré dans tes outils, dans ton workflow normal de build Cargo. La seule chose que tu as, c'est que tu dois installer cette dépendance, cette librairie qui est fournie par AWS, qui est le runtime Rust, donc c'est cette pièce de code qui va interagir avec le control plane de Lambda. Faut pas confondre les deux parce que... Les deux quoi? Le Cargo Lambda, c'est vraiment pour la partie packaging. C'est le... Et dans mon code, effectivement, il y a aussi des librairies à utiliser que AWS fournit. On va dire les deux sont indépendants, même si en pratique, c'est deux choses. Il y a la librairie dans le code qui interagit avec le control plane Lambda, et puis il y a l'outil que tu utilises pour déployer, qui a un plugin Lambda. Je sais pas s'ils appellent ça des plugins, mais enfin c'est ça l'idée. Cargo, c'est utilisé par tous les développeurs Rust. Tout à fait. Et puis la commande Lambda dans Cargo, c'est un plugin qui vient s'ajouter au-dessus de la commande Cargo habituelle. Exactement. Et donc concrètement, ce qui m'a suffi de faire, moi, c'est modifier ma chaîne CI. Fondamentalement, côté CloudFormation, parce que je fais beaucoup de CloudFormation personnellement, pas trop de CDK, hein, désolé pour les fans. Côté CloudFormation, j'ai changé le runtime de mes fonctions lambda. Au lieu de déclarer Amazon Linux, je déclare Amazon Linux. Le handler n'a plus d'importance, donc je crois que je mets un placeholder un peu dans Terraform et dans tout, dans le CDK, etc. Ça, c'est la partie... Le handler n'a pas d'importance quand on utilise un custom runtime. Ça, c'est la partie CloudFormation. Côté code build, puisque j'utilise code build, ce que ça me coûte, c'est que faut que j'installe Cargo, parce que malheureusement, l'équipe code build ne fournit pas encore d'images avec les outils dedans, et ça, ce serait un truc sympa à faire, si quelqu'un nous écoute. Et puis voilà, mettre cette fameuse commande. Et puis dans ton Cargo Lambda, tu mets Cargo Lambda Build plutôt que Cargo Lambda Build. Et puis voilà, hein, le binaire résultant, je l'envoie. Et quand tu dis un binaire, c'est vraiment le binaire où il te fait le zip, tu dois faire le zip aussi. Alors, il fait le binaire. Après, quand on fait du CloudFormation dans Code Build, pour ceux qui en font, ou peut-être CDK c'est pareil, ou ceux qui utilisent SAM, le Serverless Application Model, en fait, on peut référencer dans le template CloudFormation des chemins locaux. Et donc, ce que je fais, c'est que je référence, moi, dans mon template CloudFormation, juste le chemin dans lequel le binaire va atterrir. Et une fois que j'ai fait la compilation et que le binaire est là, je fais AWS, la CLI, AWS CloudFormation Package. Et en fait, ce que fait cette sous-commande de la CLI AWS, c'est lire un template CloudFormation à la recherche de tous les chemins locaux de ce genre correctement placés, notamment
pour le chemin de code d'une lambda, et il prend le chemin local, il le zip, il l'envoie dans S3 et il remplace par l'URL d'S3. Par l'URL S3. Et donc, pareil, alors ça, je le faisais déjà avant, donc j'ai rien eu à changer, c'est pour ça que j'ai pas pensé à l'évoquer. Je faisais ça marche pour avec SAM aussi, probablement. Ouais, SAM fonctionne exactement sur le même principe. Quand on fait des serverless functions, donc des lambda, mais à la mode SAM, en général, on pointe les chemins locaux des dossiers dans lesquels on a notre code, et on laisse la SAM CLI de faire le faire. Ouais. Le zip. Mais dis-moi, c'est plus compliqué à débugger ça, non? Parce que mon code Python, je peux aller dans un console lambda, le tester directement, voir le résultat, l'éditer même dans un console lambda. Ici, le cycle est un peu plus long. Ça a été ma très grande surprise en fait. J'avais cette inquiétude-là. La réalité, c'est que le compilateur est tellement chiant en Rust et il pousse tellement à faire à coder correctement que très franchement, en fait, à la fin, quand ça compile, en général, ça marche. Alors, ça marche de toute façon d'un point de vue du binaire, mais souvent, ça marche également fonctionnellement. On pourrait penser qu'il n'y a pas franchement de rapport. En réalité, c'est vrai que je peux concevoir un code qui compile, mais qui fonctionnellement fait des trucs pourris, quoi. Mais en réalité, la façon dont le système de typage Rust fonctionne et la manière dont le borrow checker et le ownership nous poussent à coder, franchement, je vous encourage à essayer, fait qu'on écrit des programmes qui sont naturellement beaucoup plus fiables. Je dis pas qu'on fait plus d'erreurs du tout, ce serait faux, je vais pas affirmer ça, mais on en fait franchement beaucoup moins. Quand je faisais du Python, moi, ce que je faisais après avoir fait une dure journée de code, c'est que je déployais, je faisais tourner le truc et ça plantait. Je voyais que j'avais oublié de renommer une variable, de mettre un truc, faire une faute de frappe, je corrigeais ça, je recommençais, ça replantait un peu plus loin. Et j'itérais comme ça. Et donc, ma journée de modification d'un projet Python, c'était une demi-journée à coder et puis ensuite 2 heures à débugger inlassablement. Le déploiement lui-même. Ouais, parce que c'est le runtime qui te catch les erreurs de syntaxe, la faute de frappe sur Python, c'est très embêtant pour ça. En fait, il y a beaucoup d'erreurs, on les sait qu'une fois qu'on exécute sur des projets un peu complexes, j'entends. Rust, on n'a pas du tout ce problème-là. C'est-à-dire que le fait que ça compile garantit déjà que de ce point de vue-là, de variables, de types, etc., on n'a forcément fait aucune erreur. Reste la possibilité éventuelle de faire des erreurs de logique, mais en général, les erreurs de logique sont pas très compliquées à débugger, en fait, en vrai. Et en pratique, j'en ai très peu. Si toutefois j'en ai, ça m'est arrivé 2-3 fois. En fait, Cargo Lambda permet de lancer un mini control plane local. C'était ma question suivante. Est-ce qu'il y a moyen de débugger en local comme on le fait avec SAM? Je crois que c'est SAM local invoke. Exactement. Quelque chose comme ça. SAM permet de le faire très bien et je m'étais mis à l'utiliser de temps en temps et j'avais un peu peur en passant à Rust de perdre ça, mais pas du tout. Là encore, l'équipe qui a créé Cargo Lambda a bien fait les choses, et en fait on a un cargo lambda, alors je me souviens plus exactement des commandes, mais on a une paire de commandes, une pour lancer un espèce de control plane local, qui peut fonctionner à l'échelle d'un workspace. Alors en Rust, un workspace c'est un ensemble de binaires, on va dire, un ensemble de lambda, et donc on peut faire fonctionner ça à l'échelle de son workspace, et puis derrière on a une autre commande, j'ai dit qu'il y avait une paire, et l'autre commande permet d'invoquer, et on peut invoquer comme ça, par leur nom, les différentes lambdas qu'on a dans le workspace, en donnant des événements, et puis du coup on voit l'exécution, ça recompile à la volée, c'est-à-dire que si on modifie... Ah oui. Ça recompile à la volée. C'est bien ça, ouais. Non, c'est très bien, hein, c'est très très bien fichu. En fait, Rust bénéficie d'un language server qui est assez poussé, et du coup le Rust Analyzer, et je sais pas si c'est ça qu'ils font sur Cargo Lambda, mais en tout cas, c'est vraiment donc tu démarres cool, quoi. ça démarre un mini web server pour que ta fonction lambda puisse faire les appels à lambda comme si c'était sur lambda, sauf que c'est probablement localhost c'est en localhost sur un port. Mais toi tu le vois pas, tu dois rien changer dans ton code pour dire je suis en test, non. je suis en prod. Il est attendu que les codes qui sont derrière sont du code qui est destiné à aller sur lambda, ce qui veut dire que ça utilise les SDK qu'AWS met à disposition pour faire le binaire comme il faut, et d'ailleurs le mini control plane qu'on lance en réalité va parler avec ces trucs-là comme s'il était le control plane. Hein. Mais j'ai déjà codé ça. À mon avis, ils utilisent des variables d'environnement pour ça, parce que dans un environnement d'exécution lambda, il y a une variable d'environnement qui dit où est l'adresse du control plane. Si cette variable n'est pas là, ça veut dire que tu es en local et donc tu faut et le nom de la fonction aussi. Si lambda n'a pas son nom de fonction, il plante. Mais il y a aussi un web server pour toi, pour
invoquer, pour lui pousser des événements JSON et pour pouvoir invoquer ta fonction en local également. Tout à fait. Je ne saurais pas décrire le truc, mais c'est exactement ce qui se passe. Il lance en fait. C'est pour ceux qui font du développement web, en réalité, ils retrouvent un petit peu ce qu'ils auraient s'ils faisaient npm, run dev ou run. Bon, ça dépend de ce qu'ils utilisent. Mais en gros, ça lance juste un localhost sur un port, je sais plus lequel, mais genre 80-80 ou ce genre de choses. Et puis derrière, l'autre commande, par défaut, utilise le même port et juste envoie des invocations en localhost. Et tes messages console sont trailés sur le terminal que tu as utilisé pour lancer ton binaire, donc tu vois tes logs. Tout à fait, ouais. Donc c'est les peu de fois où j'ai eu besoin de débugger, ça marchait très bien. Mais la réalité, encore une fois, je suis désolé, je le dis, c'est qu'il y a en réalité très peu de fois où j'ai besoin de débugger. Les erreurs que j'ai le plus souvent quand je déploie du Rust sur Lambda, c'est des trucs que Rust ne peut pas corriger, c'est que j'oublie assez souvent de mettre les droits supplémentaires à ma Lambda des SDK que j'utilise quand j'enrichis mon projet. Et donc je mets ma Lambda, je la déploie et je me prends des access deny parce que j'ai oublié de mettre à jour. Ah oui, parce que tu n'as pas le droit d'accéder à DynamoDB ou un truc Exactement. comme ça. D'accord, oui, ça effectivement, le compilateur va pas pouvoir non, le compilateur. J'ai pas encore trouvé de moyen, ouais. Quand tu parles de debugging, et tu as parlé de language server aussi, ça veut dire que tu peux aussi mettre un breakpoint dans ton IDE si tu veux le faire et aller step by step dans l'IDE. C'est une très bonne question. J'ai jamais eu à le faire. Je sais que les breakpoints existent dans l'IDE, je peux le faire si nécessaire. Après, j'ai pas ce réflexe-là, donc j'ai pas utilisé. En général, j'utilise la console, un bon vieux print, ou l'équivalent de print dans le langage. Les vieux réflexes de vieux briscards. C'est rare de devoir débugger vraiment des fonctions lambda, aussi parce que, et ça n'a rien à voir avec Rust, parce que des fonctions lambda en général sont extrêmement simples, courtes. On fait pas des énormes monolithes applicatifs en lambda, non? C'est plus une question de philosophie de lambda lui-même. Ouais, alors à la fois je suis d'accord avec toi, à la fois si on pense à par exemple un projet de back-end de API Gateway qu'on voudrait faire en lambda, une API Gateway, elle peut très rapidement avoir des dizaines, voire plus de routes. Et ces dizaines, voire plus de routes, a priori, témoignent d'une application qui a pas mal de fonctionnalités. Et finalement, qu'on soit plutôt dans l'école, j'ai une seule lambda qui prend tout, ou une lambda par route, de toute façon, à la fin, il faudra quand même partager un petit peu une librairie de code métier qui, même si elle est destinée à servir du lambda, c'est du code métier, quoi. Donc ça peut quand même commencer à ressembler à quelque chose de complexe. Et là encore, Rust tire son épingle du jeu parce que plus le projet est complexe et plus on gagne de valeur à avoir un système de typage qui est fort et qui finalement dans le temps accompagne les développeurs à faire des évolutions qui marchent bien et qui restent cohérentes, compréhensibles par ceux qui onboard sur le projet. Je pense que la valeur la plus importante et qui est peut-être pas encore pleinement réalisée, sauf peut-être par des gens comme AWS ou Microsoft qui fonctionnent à des grosses échelles, c'est celle-là en fait. C'est la collaboration est vraiment bien plus facile quand on a un langage qui, en fait, de fait, est fiable et expressif dans son système de typage. Là où un projet Python, si tu imagines un truc qui fait 10 000 lignes de Python et tu arrives et tu débarques en tant que nouveau développeur dessus, même si tu es expérimenté avec 30 ans de dev Python derrière toi, en fait, c'est hyper compliqué de rentrer sur une codebase pareille. J'étais en train de me dire, c'est possible ça, 30 ans, ça date de quand Python? Ouais, je crois que c'est possible. Ça doit dater des années 90, fin des années 90. Ouais, à peu près. Oui, enfin, j'ai pas été vérifié, donc n'allez pas me reprendre sur les réseaux sociaux en disant, c'est pas dit que... mais oui, c'est l'ordre de grandeur en tout cas. T'as parlé d'appeler des autres services AWS, j'ai mentionné DynamoDB comme ça. Ça veut dire, il y a un SDK Rust aussi, tu dois pas coder tout ça toi-même. Tout à fait, et c'est par ailleurs, c'est des SDK modernes. Donc il y a pas longtemps sur le podcast Développeur, tu as fait en tout cas tu as publié un podcast que j'ai écouté avec le directeur des SDK, c'était en anglais, je vous mettrai le lien dans les notes de celui-ci. Et il en parlait et il disait que voilà, toute cette histoire de Smithy, toute la génération automatique et les efforts que AWS fait aujourd'hui pour séparer ces SDK, pour faire en sorte de pouvoir gérer les versions indépendamment, ça Rust en a pleinement bénéficié puisque c'est un des derniers SDK qui a été publié. Avant ça, on avait un truc communautaire en Rust, mais finalement depuis 2 ans maintenant.
AWS a publié quelque chose d'officiel. Et donc c'est un truc qui est très composite, avec pour chaque service a sa propre librairie, et donc on embarque dans son application uniquement ce dont on a besoin. Les gens qui font du Java ont peut-être déjà l'habitude, parce que c'est également, je crois, séparé dans Java, il y a différents morceaux. En Rust, c'est le cas aussi. Et c'est un SDK qui... Ouais, c'est un SDK. Qui marche bien, quoi. Non, mais en plus, il a été, on voit qu'il a été entièrement généré automatiquement. Et bon, je suis pas sûr que j'aurais tout le temps fait les choix qui ont été faits personnellement, mais au moins, il y a une grosse consistance pour tous les services. Ouais, c'est cette balance à trouver entre du code idiomatique sur la plateforme, enfin sur le langage en question, donc Rust dans ce cas-ci, versus la génération automatique, où parfois on a un peu, et je retrouve ça dans d'autres SDK générés automatiquement aussi, on a un peu des structs dans des structs dans des structs avec des enums et des machins, des data structures qui sont un peu à se tirer les cheveux quand on essaye de les comprendre. Ouais, après, le développeur Rust s'habitue assez vite à ça, parce que le langage peut tendre un petit peu vers ce genre d'encapsulation sémantique. Alors bon, si les gens connaissent pas, mais il y a des choses, des enums très courants, résulte, option pour gérer les erreurs. Par exemple, on envoie un résulte qui peut être soit OK avec la valeur, soit erreur avec Soit une erreur. Ouais. Les options, où ça peut être soit quelque chose, soit rien. Et finalement, bon bah, option en soi, ça sert à rien. Donc on fait toujours des options de quelque chose. Alors le quelque chose, ça peut être une liste, alors on a une option de liste de... Voilà. Et ça peut vite arriver comme ça, et c'est vrai que les SDK tirent parti de ça, mais en tant que développeur Rust qui en avait déjà fait avant, ça m'a pas... Bon, voilà, on prend acte, choqué. Puis ça, voilà, on s'habitue, ça le fait, quoi. On se tire les cheveux un peu la première fois, et puis après ça devient une routine. Alors il y a encore un truc qui me chagrine un peu, c'est que le runtime Rust pour Lambda, il est dans le GitHub org AWS Labs, qui est un peu le GitHub d'expérimentation d'AWS, et à la fois dans la doc et sur le README du GitHub, on dit attention, c'est un package expérimental, ça peut changer. En gros, c'est pas supporté par AWS, dans le sens que on va pas prendre ton appel et le résoudre, enfin, et réveiller quelqu'un à 3h du matin s'il y a un problème sur cette librairie-là. Ouais, en effet. Alors, bah, moi, j'ai deux réponses. Bon, déjà, personnellement, depuis maintenant presque 2 ans que je l'utilise pour plein de lambda, j'ai pas de problème. Ce que je voudrais souligner, c'est que en fait, ce runtime, il faut pas confondre avec le SDK dont on parlait précédemment, parce que ça, c'est vraiment la partie, c'est ce que AWS fournit pour nous faciliter, nous, en tant que développeurs, l'intégration avec le control plane lambda. Quand on fait un custom runtime, ce qu'on a la charge de faire en tant que développeur, normalement, c'est, au-delà de notre handler et de notre code métier, c'est de fournir un petit peu tout le code on va dire, de jointure entre notre handler et le control plane lambda qui parle avec le binaire qui s'exécute. Je t'interromps, et juste pour que nos auditeurs se rendent compte de quoi il s'agit, c'est faire une petite boucle qui va interroger, donc faire un appel REST HTTP sur le service lambda pour dire est-ce qu'il y a un nouvel événement pour moi à traiter? Si oui, on prend l'événement et on appelle le handler fourni par le développeur. Et on reprend le résultat du handler ou l'erreur et on le repasse au control plane lambda pour dire voilà le résultat. Donc c'est ça le runtime, hein, c'est de ça qu'on est en train de parler pour le moment. Et donc voilà, donc en théorie, en réalité, n'importe qui pourrait coder ça, parce que c'est de la spécification publique du côté AWS. Et donc le runtime que AWS Labs fournit, bon, quelque part, ils le font gentiment. Et si ça venait à pas donner entière satisfaction, en réalité, ce serait pas très compliqué pour une entreprise de refaire cette partie-là. Elle n'aurait pas pour autant à changer son code métier qu'elle a au demeurant développé, appuyer sur le SDK, qui lui, normalement, est stable. Bon, ceci étant dit, comme j'ai dit dès le début, en fait, il marche juste. Et j'ai jamais eu spécialement à m'en préoccuper. Moi, quand j'écris une lambda en Rust, je fais comme en Python et je commence au handler. Oui, c'est ça, tu te soucies pas de tout ce qu'il y a avant, tu crées ta fonction, myHandler, quel est l'événement que tu reçois, le titre, et je colle juste les 3-4 lignes de doc pour faire l'espèce d'appel un peu magique du runtime justement que AWS fournit. Et puis moi je commence à coder au handler, je me préoccupe pas tellement de ce qui se passe avant et j'ai jamais eu à m'en préoccuper.
En fait, là où je me pose la question, mais c'est peut-être un appel pour vous qui nous écoutez, laissez-moi des feedbacks, est-ce que c'est un bloqueur pour des entreprises? Vous êtes une grande entreprise, est-ce que le fait de savoir que tel package n'est pas supporté ou pas, est-ce que ça freine l'adoption? La réponse de Jérémy, c'est non, ça marche, je fais depuis 2 ans, j'ai jamais eu de problème avec ça, et j'entends bien. Mais Jérémy est tout seul dans son coin. Mais oui, c'est ça, t'as pas des politiques, non, c'est vrai, pas tes propres politiques dans c'est vrai que c'est une question pour des entreprises. Je connais des entreprises qui l'utilisent, donc bon, il y en a au moins pour lesquelles ils considèrent que c'est pas un problème. L'avantage, c'est que c'est open source aussi, hein, donc c'est pas comme si c'était un truc où vraiment, si AWS décide de rien faire, l'entreprise se trouve complètement arrêtée. On parle d'un bout de code qui est pas si compliqué et oui, qui est disponible sur GitHub. Voilà. Imaginons que n'importe quoi, Total se met à faire du Rust. Si demain il y a un bug là-dedans, Total, on n'a pas pour des heures à corriger son truc, quoi. Alors, tu l'as dit, tu fais du Rust sur Lambda depuis 2 ans, et je sais que tu as fait plein de benchmarks aussi, parce que tu as fait un talk là-dessus, pas à Reinvent, mais au Summit Paris, c'était il y a 2 ans, et les liens sont évidemment dans les notes du podcast. Ouais, non, enfin c'est pas le summit de cette année. Oui, non, 2025, c'était celui de 2024. Le summit de 2024. Et vous pourrez voir d'ailleurs, tu as réenregistré le talk d'ailleurs en vidéo, tous les liens sont dans votre application de podcast. C'est quoi les résultats observés? Est-ce que ça délivre sur base des promesses de fiabilité, tu l'as dit, mais de performance aussi? Tu as annoncé jusqu'à 70% plus performant que Python dans certains cas d'utilisation. Bon, déjà, j'ai utilisé Python comme comparaison, donc certains me diront, ouais, mais déjà Python, en termes de performance, c'est nul. Et ils ont raison. T'as pris un des pires, ouais. J'ai pris un des pires, alors parce que c'était un des pires et que c'est toujours mieux pour faire des comparaisons, mais aussi parce que c'était celui dont j'ai l'habitude. Je suis assez allergique au JS, hein, pour être franc, qui serait peut-être l'autre concurrent qui aurait du sens, tout ce qui est Node.js. À benchmarker. Ouais. À benchmarker. Moi, j'ai fait sur comparaison avec Python. En fait, effectivement, j'avais fait 4 petites fonctions différentes. Une qui faisait plutôt que du calcul, une qui faisait une petite requête DynamoDB, une qui faisait peut-être plusieurs requêtes DynamoDB un peu suivies. Et en fait, ce que j'observe, c'est entre 30 fois et 50-55 fois plus rapide. Rust versus Python. En temps d'exécution. Donc, en temps d'exécution, en fait, mesuré au niveau des logs de la lambda. Donc, vous savez, lambda, quand elle tourne, pour chaque invocation, à la fin, elle envoie un rapport et elle dit combien de temps ça a duré, combien de temps de call start s'il y en avait un. Et donc, c'est là-dessus que j'avais... évidemment des containers lambda de taille identique, donc même quantité, même mémoire, même CPU, même architecture de CPU. Je soulignerais d'ailleurs que quelqu'un m'avait dit que pour être un peu plus avantageux pour Python, ça peut être bien de multiplier la mémoire. Son argument, c'était que des lambda 128 mégas pour Python, c'est trop petit et en fait, il a un peu de mal à démarrer. Alors j'avais fait l'expérience, j'avais passé à 256 MB et ce que j'observe, c'est qu'avec 256 MB, c'est-à-dire une lambda 2 fois plus grosse, ça va effectivement 2 fois plus vite. Mais... Pour Python, ah ouais, on divise par 2. Mais bon, c'est 2 fois plus cher. Donc c'est ce que j'allais dire, il y a un impact sur le coût aussi, parce que c'est plus de mémoire, la milliseconde CPU coûte plus cher. Exactement, alors elle coûte très exactement 2 fois plus cher, donc en fait en réalité ce que j'avais conclu c'était qu'il n'y avait pas d'avantage particulier, sauf si la vitesse est notre seul et unique but, et auquel cas, alors j'avais fait les tests un peu plus loin, et donc au bout d'un moment on finit par avoir le x2 prix, mais plus le diviser par 2 en temps d'exécution, donc ça arrête d'être intéressant. Mais voilà, j'avais jugé que pour le benchmark, ça n'avait pas spécialement d'impact, parce que Rust aussi va 2 fois plus vite si on lui met 2 fois plus de mémoire, notamment pas tant par la mémoire, mais parce que le lambda en fait scale exactement, il scale aussi le CPU. Ouais, ça c'est contre-intuitif et c'est très spécifique à lambda. Si on augmente la mémoire, on augmente le CPU. Et le réseau sur le CPU. Et la bande passante. Et le réseau. Il n'y a pas que le temps d'exécution dans lambda. Il y a un autre critère qui est important pour certaines applications, c'est ce qu'on appelle le démarrage à froid, le cold start, c'est-à-dire le temps, la première fois qu'un container qu'une micro VM est démarrée, le temps qu'il faut pour initialiser le bazar, charger les librairies, etc., et que ton code soit invoqué la première fois. Là, c'est quoi le ratio de différence? Alors déjà, il y a beaucoup moins de call start quand on fait du Rust, parce que les call starts sont beaucoup plus courts. Ça peut être contre-intuitif, mais si vous pensez à plein de requêtes qui arrivent, elles n'arrivent pas exactement en même temps, mais elles arrivent en succession rapide. Si vous avez une lambda Python qui a un call start élevé, finalement la première requête, le temps de son call start, la deuxième est arrivée, et puisque la première lambda est toujours occupée, ça veut dire que le control plane lance une deuxième lambda, puis la troisième requête arrive, et puis même histoire, et en fait en réalité on se retrouve à faire très rapidement beaucoup de call start
presque autant qu'il y a de requêtes en parallèle dans un intervalle de quelques secondes. En Rust, c'est pas la même histoire. Parce que parce que le call start est plus court et le temps d'exécution est plus court, donc il y a moins de concurrence, c'est ça? Il y a moins de fonctions lambda en parallèle. Et c'est ce que j'avais observé, c'est que finalement, en faisant un bench, moi, de chez moi, et de tirer des requêtes sur une API avec du lambda Python derrière ou sur une API avec du lambda Rust derrière, ce que j'observais, c'est que même si pour autant je faisais exactement la même fréquence de requêtes de mon côté, j'observais 100 invocations concurrentes côté Python, qui correspondait à ma concurrence de mon côté. J'avais 100 threads, ça faisait 100 invocations de l'autre côté. En Rust, mes 100 threads étaient supportés par n'importe quoi entre 11 et 20 conteneurs, parce que juste ils allaient beaucoup plus vite à dépiler. Donc c'est moins de conteneurs à démarrer, donc moins de temps d'attente de call start, qui est facturé d'ailleurs. Et par ailleurs, le call start est très court en réalité. Une inquiétude que je pourrais avoir, c'est que ou que n'importe qui pourrait avoir, c'est qu'un package Python, bon, typiquement, ça va faire quelques kilos, centaines de kilo-octets de code texte, tandis qu'un binaire Rust packagé pour lambda, on est typiquement aux alentours entre 3 et 10 mégas, bon, ça dépend ce qu'on met dedans, etc. Donc c'est le temps qu'il faut pour aller chercher le package de S3, le mettre dans la fonction. Exactement, on pourrait se dire, du coup c'est quand même beaucoup plus long à télécharger. Le temps de faire le dézip. Mais la réalité, c'est que oui, c'est plus long à télécharger, il n'y a pas de doute, mais en fait c'est tellement plus rapide sur tous les autres aspects que... je vais être un peu vulgaire, mais Rust clenche Python allègrement. Il n'y a pas de VM à démarrer, il n'y a pas d'interpréteur à démarrer. Exactement, il faut pas démarrer l'interpréteur. Le binaire démarre. C'est juste un binaire à démarrer sur la micro-VM. On a parlé microsecondes de temps d'exécution, on a parlé call start. Tu as observé d'autres métriques à partager dans tes benches? Non, alors juste un truc amusant, c'est que en fait... on en vient presque, quand on fait du Rust, à avoir envie qu'AWS baisse le prix à l'invocation. Parce que quand on fait de la lambda sur du Java ou sur du Python, on a l'habitude de peut-être observer que le principal qu'on paye en prix, c'est le temps d'exécution. Et on aimerait qu'il diminue le prix à la seconde. En fait, quand on fait du Rust, on se rend compte que le principal qu'on paye en prix, c'est les invocations. Et du coup, on aimerait bien que ça baisse. Oui, c'est le ratio entre le coût de l'invocation, c'est 20 centimes par million, et la milliseconde de CPU n'est plus du tout le même à partir du moment où un runtime super rapide. Il nous reste juste 1 ou 2 minutes. Qu'est-ce que tu as envie si tu as une baguette magique, un wishlist pour Saint-Nicolas, on dit en Belgique, pour le Père Noël en France, c'est quoi ton désir de futur de Lambda sur Rust? Alors moi déjà, je fais beaucoup de code build. C'est d'avoir Rust dans le code. Et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que bon, je suis un développeur qui s'est vraiment pas mal mis à ça, CI/CD, ce qui veut dire que je fais beaucoup de commits, que je push beaucoup et que j'ai donc beaucoup de builds qui run. Les builds sont longs déjà avec Rust, parce qu'il faut compiler, etc. Et puis le compilateur, pour faire toute sa magie, forcément il prend du temps. Et finalement, sur ce temps-là, si je pouvais au moins éliminer la petite minute que ça prend à chaque fois d'aller télécharger Rust, installer le compilateur, installer Cargo Lambda, tous ces trucs-là, si ça pouvait être packagé... C'est du temps que tu payes aussi. Et c'est du temps qu'on paye, bien sûr. Ouais. Déjà, c'est du temps tout court, mais c'est également du temps qu'on paye, puisque c'est du temps dans le build. Et ça pourrait être une bonne chose, et puis ça coûterait pas grand-chose en réalité à faire. Après tout, si je me fais l'avocat du diable, tu peux créer tes propres repos containers dans Code Build et les maintenir toi-même. Tu gagnerais sur le temps d'exécution, mais tu dois payer le temps de le stockage du container. Tu payes le stockage du conteneur et tu payes le provisioning. Parce que provisioning, quand en Code Build, normalement tu le payes pas parce que les conteneurs sont cachés, mais ils sont cachés que si tu utilises les conteneurs de Code Build. Si tu utilises les tiens, ils sont très rarement en cache, ce qui veut dire que tu payes le téléchargement. Et puis bon, c'est rapidement des trucs qui, pour le coup, on parle pas de 5 ou 10 mégas, là, on parle quand même de centaines de mégas, voire de gigas. Et du coup, en fait, ce que j'avais observé, parce que j'avais essayé, c'est que en fait, ce que je gagnais d'un côté, je le perdais de l'autre, et que donc, plutôt que de m'embêter à maintenir moi-même des conteneurs et les mettre à jour,
autant que juste j'installe toujours la version appropriée. Finalement, ça va plus vite. Mais ça voudrait dire que l'équipe, enfin, on diverge un peu de Lambda là. Ça veut dire que l'équipe Code Build devrait maintenir différentes versions, parce que je suppose qu'il y a différentes versions du langage. Ouais, mais c'est un langage moderne, Seb. On est sur un langage moderne. Ça veut dire que en fait, Cargo, donc c'est la toolchain, et au-dessus de ça, le projet Rust ou la fédération. Je sais plus, mais met à disposition un truc qui s'appelle RustUp, qui est un script en réalité. Qui permet de télécharger la bonne exactement. version. En fait, il fait exactement la même chose que PyEnv sur Python. C'est-à-dire qu'il permet de vraiment maintenir en parallèle plusieurs versions, et une fois qu'elles sont installées, de très facilement switcher de l'une à l'autre. Et donc, ce qui est fait actuellement pour d'autres langages, comme Python justement, ou comme Go, ou comme Node.js, dans le conteneur Code Build, il y a plusieurs versions, et on peut choisir ensuite. Dès le début avec une simple directive, pourrait tout à fait être fait en Rust. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait avec mes propres conteneurs. Hein. C'est juste que, voilà, maintenir ça alors que je gagnais rien, bon. Ça vaut pas la peine. Bien voilà, un voyage super intéressant dans le monde de Rust. Si vous connaissiez pas Rust, j'espère qu'on vous a donné envie de démarrer et de vous y frotter, et puis aller même un coup plus loin en déployant vos fonctions Rust dans Lambda. Mes repos sont dans les liens avec les petites démos qui vont bien pour déployer rapidement. Et le bench dont on avait parlé également avec les différentes fonctions de test. Donc n'hésitez pas à aller déclarer tout ça. Vous allez trouver Jérémy sur les réseaux sociaux. Il est tagué également dans le post qui annonce cet épisode du podcast et dans les liens, dans la description du podcast. Donc vous pouvez entamer la conversation avec lui. Je sais que tu réponds toujours sur ces sujets-là dans les réseaux sociaux. Merci Jérémy pour tes explications très claires au sujet de Rust et de Lambda. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Mais d'ici là, quoi que vous codiez en Rust, codez-le bien.